L'Almami Samori a mis en échec au moins une dizaine d'officiers et de capitaines. Je citerai parmi eux Boris Desbordes, Achinar, Gallieni, Boilève, Combe, Frey, Pietri, Monségur et le capitaine Marchand, etc. Tous ces capitaines ont été défaits et l'Almami a pu le repousser pendant 5 ou 6 ans. Mais finalement, par la force des canons, l'Almami Samori a dû reculer et les Français ont pu construire le fort de Nyagashima. Son nom résonne encore dans les terres d'Afrique de l'Ouest. Samori Touré. Originaire du royaume du Mandé, cet homme a refusé catégoriquement de se plier à un partage injuste et humiliant. Mais comment ce fils de commerçant a-t-il réussi à tenir bon pendant plus de 15 ans dans un combat épique contre ces forces étrangères déterminées à conquérir le pays? Plongeons dans l'épopée exceptionnelle de Samori Touré, l'empereur africain qui a osé défier les puissances coloniales pour l'indépendance et la dignité de son peuple. Festival culturel national annuel institué par le Parti démocratique de Guinée ne se résume pas en de simples manifestations culturelles et artistiques devant nous distraire pendant 2 semaines. Il s'agit bien d'un bilan annuel dans tous les domaines de la culture. Rien pourtant ne destinait cet homme issu d'une famille de commerçants à devenir un grand chef de guerre. Né aux alentours de 1830 à Maniambaladougou, un village mystérieux situé au sud-est de Kankan, dans l'actuelle Guinée, Samori Touré a passé sa jeunesse à parcourir la région pour vendre les tissus en coton tissés avec soin par son père. Fils de Lafia Touré et de Massorona Kamara, Samori a grandi dans une époque où l'Afrique de l'Ouest était en pleine transformation et où les contacts et les échanges avec les Européens bouleversaient à la fois le paysage économique, artisanal et commercial. Mais la vie de Samori prend un tournant inattendu lorsqu'il est encore adolescent. Son peuple se retrouve impliqué dans un conflit avec un clan voisin dirigé par le redoutable roi Séré Bourlaye du clan Cissé. Durant des affrontements, sa mère est capturée et réduite en esclavage chez Séré Bourlaye, l'ennemi de son peuple, tandis que son père s'exile dans un autre village. Sans les ressources nécessaires pour racheter la liberté de sa mère, Samori fait un choix difficile. Il accepte de servir sous les ordres de Séré Bourlaye en échange d'une chance de se former à l'art de la guerre et d'apprendre à manier les armes. Enrôlé dans l'armée royale, il se convertit à l'islam et se plonge dans l'étude du Coran. Rapidement, Samori fait ses preuves sur le champ de bataille, gagnant le respect de Séré Bourlaye, le chef au pouvoir, mais suscitant la méfiance de son propre frère Séré Brema. Samori se met donc à leur service pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours,
conformément à la tradition, avant de pouvoir enfin libérer sa mère. Cependant, une fois sa mission accomplie, Samori décide de prendre un tout autre chemin. Il quitte les Cissé et rejoint l'armée des Bérétés, leurs ennemis jurés, avant de finalement rejoindre son propre peuple, les Camara. Affirmant son indépendance vis-à-vis de Séré Bourlaye, Samori gagne peu à peu le soutien grandissant des chefs malinqués grâce à sa vision de l'unité. Patiemment, il commence à se construire un empire utilisant la persuasion, les menaces et la guerre, comme l'avait fait le légendaire Soundiata Keïta au Mali pour étendre l'État mandingue. Samori se voit attribuer des titres qui incarnent à la fois une consécration de son passé et un projet pour l'avenir. Il est d'abord le Kélétigui, chef de guerre, puis le Mouroutigui, maître du sabre, et enfin le Fama, le souverain incontesté. Il prononce solennellement le serment de protéger son peuple contre les Bérétés et les Cissé. Conscient de l'importance d'une armée puissante, il crée une force militaire professionnelle et nomme ses proches, y compris ses frères et ses amis d'enfance, à des postes de commandement clés. Progressivement, Samori s'affranchit et forge sa propre voie. Il construit une armée redoutée, organisée et puissante qui compte dans ses rangs les célèbres Sofa, des soldats en uniforme dotés d'une très grande réputation. Samori nourrissait aussi une vision audacieuse. Créer un État moderne, centralisé et efficace. Il rêvait d'un État guerrier et marchand où les richesses seraient acquises grâce au commerce des marchandises. À partir de 1864, la disparition mystérieuse d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, le fondateur de l'empire toucouleur en pleine expansion, marque le début d'une lutte effrénée pour le contrôle des territoires. C'est dans ce contexte que Samori Touré fait son entrée en scène 3 ans plus tard. Sous le titre d'Al-Mami, il devient un guide religieux et spirituel respecté, unissant sa foi musulmane à ses aspirations politiques. Cependant, 2 puissants rois du sud du Mandé, Djamourou Adji Diakité et Worokodo Famodou, unissent leurs forces pour essayer de contrer la montée en puissance de Samori Touré. Le 4 avril 1867, une bataille légendaire connue sous le nom de bataille de Saman Saman éclate entre les forces de Samori et celles de ses adversaires redoutables. C'était un affrontement épique où les rois se disputaient la suprématie. Finalement, Samori sort victorieux de cette bataille majeure, consolidant ainsi sa position en tant que chef militaire puissant. Au fil des années, Samori poursuit sa quête de domination, éliminant ses propres concurrents un par un. Il établit la ville de Bissandougou comme capitale de son empire florissant. À travers des échanges commerciaux et diplomatiques, il tisse des liens avec l'empire toucouleur en déclin. Samori Touré règne désormais en maître absolu sur un territoire vaste et diversifié appelé Wassoulou. Ce grand empire s'étendait sur une partie de la Guinée, du Mali, de la Sierra Leone, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Ces collines verdoyantes étaient peuplées de plus de 300 000 personnes, représentant une mosaïque ethnique comprenant les Malinké, les Sénofos, les Mossi, les Peuls, les Sosso et bien d'autres encore. Seul le royaume toucouleur d'Amadou Tall, fils et héritier d'El Hadj Omar Tall, constituait un rival de taille. Mais Samori ne se contente pas de bâtir un empire puissant. Il entreprend également l'organisation de son territoire en utilisant des méthodes traditionnelles et novatrices. L'armée de Samori disposait même de canons européens. Elle était divisée en 2 flancs. L'infanterie, également appelée Sofa, comptant de 30 000 à 35 000 hommes, et la cavalerie, forte de 3 000 cavaliers. Chaque unité était subdivisée en sections permanentes, favorisant ainsi l'esprit de camaraderie et la loyauté envers les chefs locaux. Dans les années 1880, les grandes puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour s'approprier les richesses de l'Afrique. Les colonies françaises fixent leur regard sur l'empire de Wassoulou, gouverné d'une main de fer par Samori Touré, perçu comme un obstacle majeur à leur expansion.
En février 1882, à l'apogée de l'Empire Wassoulou, les Français accusent Samori Touré de refuser d'obtempérer à leur ordre de se retirer d'un important centre commercial kényan que son armée avait attaqué et occupé. Blessés dans leur honneur, les Français lui déclarent la guerre. Mais Samori ne se laissera pas faire si facilement. Cependant, l'Almami de Wassoulou ignorait tout des forces de son adversaire et il découvre plus tard que les Français disposaient de redoutables fusils à répétition et de canons, provoquant des pertes innombrables dans ses rangs. Toutefois, fidèle à sa stratégie, Samori réorganise ses troupes en petites unités mobiles qui attaquent puis se replient rapidement dans la forêt. Les soldats français, pris en tenaille, sont donc contraints de se replier par peur d'être encerclés. La désorganisation des troupes françaises et les attaques incessantes sur leurs convois les obligeront finalement à abandonner leurs objectifs. Cette fuite des Français marque alors une grande victoire contre l'envahisseur blanc, renforçant le prestige et les soutiens de Samori Touré. Le 2 avril 1883 va marquer les esprits à jamais. Les troupes coloniales se heurtent à une cuisante défaite au marigot de Woyo Wayanko. Mais Samori, lui, n'a pas le temps de savourer cette victoire. Il doit faire face à ces sujets animistes qui refusent catégoriquement l'imposition de l'islam. Une guerre de conviction embrase les terres, la guerre du refus. Au cœur de ce conflit, les liens familiaux se dégradent et le souverain doit prendre des décisions tragiques. Il en vient même à exécuter son propre fils, Djaoulé Karamoko, qu'il soupçonne de trahir leur cause pour les Français. Les enjeux sont immenses, les sacrifices aussi. Mais Samori ne serait pas le chef légendaire dont on parle encore aujourd'hui s'il ne pouvait compter sur une armée disciplinée, fidèle et parfaitement organisée. En tant que fin stratège, il crée une force d'élite capable d'intervenir avec une rapidité fulgurante. Ses colonnes mobiles attaquent et se replient sans laisser le temps à l'ennemi de reprendre son souffle. Les années qui suivent offrent un répit à l'Almami. Les Français sont coincés dans une bataille contre l'armée puissante de l'empereur Ahmadou Tall dans la région de Ségou, le long du fleuve Niger. De plus, ils doivent faire face à la rébellion de Mamadou Lamine Dramé qui a pris le contrôle du fort de Bakel au Sénégal. Avec des ressources limitées pour mener des combats sur tous les fronts, les Français prennent la décision de négocier. C'est ainsi qu'un premier traité est signé entre les autorités coloniales et Samori Touré le 28 mars 1886 à Kéniéba-Koura. Ce traité établit le fleuve Niger comme frontière entre les possessions françaises et l'Empire Wassoulou. Les jeux sont faits, les cartes sont sur la table, mais l'histoire est loin d'être terminée car un an plus tard, Samori signe le traité de Bissandougou dans lequel il accepte de placer son pays sous la protection de la France. Mais contrairement à ses partenaires français, Samori avait pris cet accord très au sérieux. Mais il réalise que les Français ne se comportent pas en alliés, mais essayent d'empêcher toute alliance entre Samori et le chef soninké Mamadou Lamine Dramé qu'il combattait à l'époque. Les intentions des Français sont claires, faire disparaître Samori afin d'étendre leur influence sur les régions convoitées par la Grande-Bretagne. Face à cette trahison, Samori mobilise son armée et se lance à l'assaut de la ville fortifiée de Sikasso, dont les imposants murs d'enceinte, appelés Tata, sont parmi les plus élevés de la région. Le but de cette bataille était de se préparer à collecter les armes contre l'envahisseur français. Mais le destin lui réserve bien des surprises. À son arrivée à Sikasso, Samori est impressionné par l'ampleur colossale des fortifications, 4 mètres d'épaisseur à la base et 4 mètres d'auteur. La ville, dirigée par le redoutable roi Tchéba Traoré, résiste farouchement. La bataille s'éternise et tourne au désavantage de Samori. Mais finalement, après des jours de combats acharnés, les troupes de Samori parviennent à pénétrer dans la cité de Sikasso. Malgré sa victoire, Samori Touré est affaibli par cette dure bataille et décide de signer des traités de paix avec les forces françaises, dont le traité de Niakha. Comme d'habitude, les Français trahissent leur engagement.
En effet, dans les mois qui suivent, il remporte une victoire décisive contre l'Empire toucouleur. L'empereur Amadou Tall est éliminé. Les Français peuvent désormais s'attaquer au dernier obstacle, Samori Touré. Samori, lucide face à cette menace imminente, tente d'adapter son armée pour faire face à la puissance croissante de ses adversaires. Mais est-ce que cela suffira à contrer les assauts des forces françaises déterminées? De 1891 à 1897, les affrontements se multiplient tandis que les colonnes françaises s'installent de plus en plus dans l'Empire. Conscient de son isolement et réalisant que le temps lui était compté, Samori doit repenser sa stratégie de résistance. C'est ainsi qu'il décide d'adopter une stratégie redoutable, la tactique de la terre brûlée, destinée à semer la terreur dans les territoires traversés. Il divise alors ses forces en 3 groupes bien distincts. Le premier groupe, équipé de fusils à tir rapide, doit se battre pied à pied pour contrer l'avancée française. Un deuxième groupe, armé de fusils à piston, a pour mission d'occuper et d'administrer les territoires conquis. Quant au troisième groupe, il se lance dans la conquête de nouvelles terres à l'est en prévision d'un éventuel transfert. Cette stratégie de la terre brûlée avait certes isolé Samori de ses sources d'approvisionnement en armes modernes provenant de Sierra Leone et du Libéria, mais elle avait également retardé l'intervention et la poursuite des Français. En mars 1891, une expédition française menée par le colonel Archinard lance une attaque directe sur Cancan, déterminée à en finir une fois pour toutes avec ce souverain insoumis. Malgré la supériorité de l'armement français, les tactiques de guérilla et la connaissance approfondie du terrain des Sofas démoralisent les assaillants et l'offensive échoue. Cette série de défaites agace les autorités françaises qui souhaitent imposer leurs lois sur le territoire. En décembre 1891, à grand renfort de canons, le lieutenant-colonel Humbert se lance à l'attaque de Bissandougou, la capitale de l'empire de Samori. Mais Samori ne fait pas face à une seule adversité. Un coup dur vient s'abattre sur lui lorsque les Britanniques cessent les ventes d'armes conformément à la Convention de Bruxelles de 1890 qui restreint la fourniture d'armes pour mettre fin à l'esclavage en Afrique. Cependant, résolu à défendre farouchement son autonomie, Samori ne se laisse pas abattre. Il mobilise toutes ses ressources, rassemblant les bijoux et l'or du royaume pour acheter des fusils, fondant le cuivre et le laiton des ustensiles pour fabriquer des balles, et recrutant de nouveaux guerriers pour renforcer son armée. Humbert, quant à lui, est confronté à une résistance acharnée. Mais malgré cette farouche résistance, les troupes françaises parviennent finalement à atteindre la capitale, mais elle était déjà abandonnée. En effet, Samori avait anticipé leur arrivée et avait fait évacuer la cité. Pour retarder l'avancée de ses ennemis, il met en œuvre la politique impitoyable de la terre brûlée, détruisant tout sur son passage. Dans cette lutte acharnée, Samori Touré, face à la montée des adversités, se détache progressivement de son alliance avec les Français. Il perçoit leur hypocrisie et leur volonté de briser son orgueil, renforçant ainsi son mépris envers les étrangers. Un homme déterminé, Samori ne se rend pas sans combat. Il s'exile vers l'est, cherchant refuge dans les terres inconnues et hostiles. En 1893, conscient que l'expansion de l'Empire mandingue ne pouvait se faire qu'à l'est, Samori prend une décision audacieuse. Il déplace la capitale de Bissandougou à Dabakala. Cependant, ce transfert ne se fera pas sans difficulté. Les guerriers se retrouvent confrontés à une opposition farouche de la part de la population locale qui les considérait désormais comme des envahisseurs étrangers. Samori se retrouvait donc dans une situation précaire et la seule voie qui s'offre à lui était de se confronter directement aux Français. En 1894, la poussée finale des Français est déclenchée, concentrant toutes leurs troupes au Soudan occidental pour en finir avec les derniers territoires de Samori. L'armée de Samori fera preuve d'un courage inébranlable, mais sera complètement dépassée par la puissance des Français qui étaient en pleine force. Un bon matin du 29 septembre 1898, Samori Touré, plongé dans ses lectures pieuses du Coran, voit arriver un groupe de 200 tirailleurs sénégalais mené par un sergent français du nom de Henri Gouraud.
Les soldats français capturent les principaux fils de Samori ainsi que tous les membres de sa cour. Surpris, l'Almami s'élance en direction des écuries pour prendre un cheval et ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Mais il sera vite rattrapé. Humilié, il demande à être tué immédiatement, préférant la mort à la honte de la captivité. Mais les colonisateurs refusent de lui accorder cette demande. Au lieu de cela, ils l'humilieront davantage et vont même le traîner jusqu'au Sénégal avant de l'emprisonner et de l'exiler à Ndiolé au Gabon où il meurt 2 ans plus tard. Ce sont les canons qui ont pu faire reculer l'Almami Samori. La supériorité technique militaire européenne en a imposé à l'Afrique, mais ce n'est pas la bravoure qui a fait défaut. Les Européens étaient obsédés par le fleuve Niger. Comment atteindre le fleuve Niger? C'était l'objet des rêves des Européens. Donc la colonisation française a poussé une pointe jusqu'à Bamako. Ils occupent Bamako et là, c'est le contact avec les troupes de l'Almami Samori. À partir de ce moment-là, une force s'opposait à l'avance française et les Français donc ont mis tout le paquet, pour ainsi dire, pour occuper le Haut-Niger. Les Français construisirent ce fort de Niagasola qui devint tête de pont pour gagner le Haut-Niger entre 1884 et 1890. Le fort de Niagasola et le fort de Bamako étaient les forts les plus importants pour la conquête du Haut-Niger. C'est à partir de Niagasola donc que la poussée va continuer vers Sigiring, l'occupation de Sigiring 2 ans après, en 1887. Occupation de Cancan, 1890, et ainsi la colonisation a pu pénétrer progressivement. Et en quelque sorte, c'est Niagasola qui a été la tête de pont de la pénétration par le continent. Et de Niagasola, l'avance a été faite, toute la Haute-Guinée a été occupée, et de là, la jonction avec le Fouta pour joindre ensuite la côte, et ainsi la colonie de la Guinée française a été délimitée. Samori Touré, par son parcours exceptionnel, incarne à la fois le génie créateur d'un empire et la résistance farouche d'un homme. À l'image d'El Hadj Omar Foutiyou Tall et bien d'autres conquérants africains, c'était un homme avec une grande envergure visionnaire qui va faire face à la domination étrangère pendant plus de 15 ans, malgré l'écrasante supériorité militaire des Français.